Les FARDC accusent les rebelles du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise d'avoir tué 19 civils et largué 27 autres bombes sur la cité de Mouiss au territoire de Massissi dans la province du Nord-Kivu. Rivalité États-Unis-Chine, Russie et implication pour l'Afrique, c'est le titre de la thèse de doctorat du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, validée hier jeudi à l'université de Johannesburg. Crash de l'avion militaire russe près de la frontière de l'Ukraine, les versions de Moscou et de Kiev se font face à l'ONU. Ravi de vous retrouver sur Télé 50. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Ouvrons avec le séjour en Afrique du Sud du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui a réussi à faire valider le sujet de sa thèse de doctorat à l'université de Johannesburg, intitulée « Rivalité USA-Chine, Russie et implication pour l'Afrique ». Le chemin est bien balisé pour la poursuite de ce travail scientifique. Dans le cadre de la poursuite de sa thèse de doctorat en relations internationales à l'université de Johannesburg en Afrique du Sud, le président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a eu à faire valider ce jeudi 25 janvier 2024 sa proposition de sujet de thèse au cours d'une séance scientifique contradictoire face à un corps professoral extérieur composé de 2 professeurs visiteurs qui l'ont discuté avec lui. Le chemin est donc désormais balisé pour la poursuite de ce travail scientifique dont le titre est dénommé Geopolitical Turn USA-China Russia, Rivalry and Implication for Africa, soit en français les implications de la rivalité États-Unis-Chine, Russie et leurs implications. L'homme qui a précédé aux destinées de la République démocratique du Congo pendant 18 ans, avec pour couronnement l'unique alternance pacifique de l'histoire de ce pays aux réalités géopolitiques complexes, a bien évidemment étalé son expérience vécue sur ce sujet d'actualité. Le cheminement de ce travail scientifique nous sera sans doute révélé très prochainement. Revenons au pays pour parler des FARDC qui ont accusé les rebelles du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise d'avoir tué 19 civils et blessé et largué 27 autres bombes sur la cité de Mouiss au territoire de Massissi dans la province du Nord-Kivu. C'est le porte-parole de l'armée au Nord-Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, qui a avancé ses bilans dans un communiqué rendu public dans la soirée d'hier jeudi. À partir de Goma, cet officier militaire a expliqué que ces rebelles ont posé cet acte terroriste après avoir été délogés de la cité de Mouiss par l'armée congolaise. C'est depuis la nuit d'hier 24 janvier 2024 que les terroristes du M23/RDF ont lancé plusieurs attaques sans succès sur les positions des FARDC à Kanyangowe, Mouesso, Moudougou et Mouchebere dans les territoires de Massissi. Réagissant aux dites attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont, d'une manière professionnelle, contenu la barbarie de l'ennemi jusqu'à les repousser en profondeur au-delà de la cité peuplée de Mouesso afin d'éviter des dégâts collatéraux du côté de la population civile. Ayant constaté la perte du contrôle de la cité de Mouesso, les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise ont, dans leur fuite, largué à l'aveuglette des bombes au mortier 120 orientées dans la dite cité, causant ainsi la mort de 19 personnes et 27 blessés parmi les civils innocents. Considérant cet acte terroriste comme une violation grave du droit international humanitaire, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté internationale à se saisir de ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population
qu'elle reste déterminée à bouter hors du territoire national l'armée rwandaise et ses alliés du M23. Formation du nouveau gouvernement, plus de 400 jeunes ressortissants de la province du Sud Kivu supplie à travers une pétition l'opposant Augustin Matata Ponyo de collaborer avec le président de la République Félix Tshisekedi en vue d'apporter son aide pour la réussite de son second quinquennat. Au regard de la gestion du sénateur Besseko en passant par le ministère des Finances jusqu'à la primature, ces jeunes sont convaincus que la participation de Matata Ponyo serait d'une grande utilité pour le développement de la République démocratique du Congo. Après l'investiture du président de la République Félix Tshisekedi, place aux tractations pour la formation du gouvernement du deuxième et dernier quinquennat. Déjà, lors de son discours d'investiture, le chef de l'État a tendu la main à l'opposition congolaise. Dans une sortie médiatique, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDP, son sigle, Augustin Kabouya, a réaffirmé sur la position du chef de l'État de collaborer avec l'opposition pour la bonne marche du pays. Il a annoncé que dans les prochains jours, toute l'opposition se consultera pour déléguer un représentant auprès du président de la République. Saisissant la balle au bon, plusieurs jeunes de partout, du nord au sud Kivu et dans d'autres provinces, ont fait une pétition demandant au sénateur Matata Ponyo de prendre la main tendue du chef de l'État pour collaborer afin de faire avancer le pays. Côté Matata, aucune réaction. Quant à ce, face aux enjeux de l'heure, Matata Ponyo va-t-il répondre favorablement à la main tendue du président Félix Tshisekedi? Le jour qui vient, nous en dirons un peu plus. Voilà que les jeunes ont compris le sérieux techno de Matata Ponyo. Lors de sa nomination à la primature en 2012, l'homme à la cravate rouge a laissé des traces indélébiles. Avant la primature, Matata avait dirigé pendant une décennie les bureaux centraux de coordination, l'organe qui gère les financements extérieurs consentis au gouvernement, avant de passer au ministère des Finances. Plusieurs actions ont été enregistrées sous Matata: stabilité macroéconomique, maîtrise de l'inflation. Après le départ de Matata, il n'y a pour l'instant toujours pas de succession pour prendre la relève, estime le jeune Congolais, éparpillé ça et là. Matata Ponyo serait peut-être l'oiseau rare, tant recherché, mais lui-même n'a encore rien dit, encore un mystère. Les activistes de droits des femmes ont battu les pavés hier. Par cette manifestation, elles voulaient dénoncer les mariages forcés dont sont victimes les filles mineures, non seulement à Kinshasa, mais également dans le reste du pays. Le dernier cas en date, c'est le mariage du pasteur Kassamba Kana, qui a récemment pris en mariage une fille d'apparence mineure. Un cas qui défraie la chronique. Crispin Chibinkoufwa nous en parle. C'était une mobilisation tous azimuts. Les femmes juristes, journalistes et d'autres organisations féminines, foulard blanc sur la tête, des noirs vêtus, elles ont manifesté contre le mariage forcé dont sont victimes de nombreuses jeunes femmes à travers les pays. Pour ces activistes des droits des femmes, la goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est le mariage du pasteur Pierre Kassamba Kana avec une jeune fille d'apparence mineure, s'il faut en tout cas se référer au brevet du cycle terminal de l'éducation de base de Meda Mabiala, né le 29 septembre 2009, selon ces documents qui aussi pourraient être info. Ces femmes sont parties de la place des évolués jusqu'au palais de justice, siège du ministère de la Justice et garde des Sceaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, les mamans congolaises, les femmes congolaises réunies au sein du cadre du groupe de pression des organisations de défense des droits des femmes, venons solliciter votre propre implication dans l'affaire du mariage forcé engagé entre le pasteur Pierre Kassamba Kana et la jeune adolescente Meda. Monsieur le Président de la République, en votre qualité de champion de la masculinité positive, les femmes congolaises vous interpellent. Et vous avez dit lors de votre discours d'investiture que les erreurs du passé ne doivent plus se reproduire. Voilà pourquoi nous sollicitons votre implication personnelle, monsieur le chef de l'État, que cette affaire soit tranchée, qu'il n'y ait pas de viol. Nous dénonçons les viols, nous dénonçons le mariage précoce, nous dénonçons le mariage forcé auprès de la jeune fille.
Ces manifestantes ont déposé un mémorandum dans lequel elles ont repris un certain nombre de recommandations adressées au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Elles l'ont saisi en tant que champion de la masculinité positive, chose que lui rappelle l'avocate et commissaire au compte Rachel Sangwa. Nous ne pouvons pas accepter qu'un petit enfant puisse se marier de cette manière. Nous les mamans, nous pleurons, nous ressentons la douleur d'enfantement, nous sollicitons l'intervention de l'autorité. Le mariage forcé est condamné par la loi congolaise et personne ne peut accepter de donner sa fille comme cadeau sans son consentement à une tierce personne. Le pasteur Pierre Kassambakana est en détention provisoire à la prison centrale de Makala en attendant l'aboutissement des enquêtes. Pour ces manifestantes, ce pasteur doit subir la rigueur de la loi. La place de la jeune fille n'est pas dans les mariages, mais plutôt à l'école. Autre chose à présent, Jean-Tini Ngobila, à travers une correspondance adressée au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, sollicité la levée de la mesure portant sa suspension pour sa réhabilitation en tant que gouverneur de Kinshasa. Selon la lettre, l'autorité morale du parti politique Alliance des Congolais progressistes, les accusations de fraude électorale portées à sa charge qui ont eu pour conséquence sa suspension ne reposent sur aucune preuve. Contactés par la rédaction, les proches de Jean-Tini Ngobila parlent dans fake news, tandis que le cabinet du ministre de l'Intérieur confirme avoir reçu cette lettre. C'est dans une correspondance du 19 janvier dernier, adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, que Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, solliciterait la levée de sa suspension. Jean-Tini Ngobila parle dans sa correspondance des accusations fallacieuses contre sa personne. Ces derniers poursuit en disant qu'en sa qualité de gouverneur, il ne pourrait pas vandaliser le matériel de la centrale électorale. Pour conclure, Jean-Tini Ngobila effectue un mea culpa en disant « Je me bats avec des personnes qui n'aiment pas le développement et l'avancement de la ville-province de Kinshasa. Ils n'arrêteront jamais de m'accuser à chaque fois qu'ils ont l'occasion. Je sollicite la levée de la mesure contenue dans le message Telegram du 11 janvier 2024 afin de me permettre de continuer à présider sur la destinée de la ville à l'aube de la fin de mon mandat », a conclu Jean-Tini Ngobila. Rappelons que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, avait sur base des accusations portées contre certains gouverneurs, dont celui de Kinshasa, Équateur et Mongala, pris de mesures conservatoires en accordant l'intérim au vice-gouverneur en attendant de tirer au clair toutes ces accusations de fraude et vandalisme. Et le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Miché Moussaka, a effectué la semaine en cours une tournée dans les banques partenaires de la ville de Kinshasa, dont Ecobank, BGFI-Bank, Sofibank, Raobank et Solidaire Bank, toutes possédant des comptes receveurs fiscaux pour la prise en charge de contribuables pendant cette période de la campagne de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023. Pour cette grande échéance fiscale du 1er février 2024, les DG de la DGRK, Miché Moussankama Elenkai, qui vise une maximisation accrue de recettes au cours de cet exercice, a débuté sa ronde par Ecobank, BGFI-Bank, Sofibank, Raobank et Solidaire Bank. Objectif, les sensibiliser autour de cet exercice fiscal dont la date butoir est maintenue pour ce 1er février 2024. Nous sommes en train de continuer notre tournée auprès de toutes les banques partenaires de la ville de Kinshasa et avec des objectifs majeurs. Et ces objectifs consistent notamment à la sensibilisation d'abord des banques qui sont nos partenaires et des clients de la banque qui sont aussi assujettis aux impôts, notamment pour leur parler de la grande échéance fiscale du 1er février 2024. La question de la vulgarisation des textes réglementaires était également abordée au cours de ces différents entretiens. À part cela, c'est la vulgarisation des textes réglementant pratiquement la matière imposable dans la ville-province de Kinshasa. Et en matière des taux et des impôts,
C'est ce que nous sommes en train de faire aussi au niveau des banques. Lors de cette ronde, le numéro 1 de la DGRK s'est fait accompagner par quelques cadres de la régie financière de la capitale, dont les directeurs de recouvrement, les directeurs d'information et les responsables de la cellule de communication. En santé, monkeypox, cette variole qui continue à inquiéter en République démocratique du Congo. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé appuyée par le ministère national de la santé, jusqu'en fin d'année 2023, plus de 12 000 cas suspects de variole du singe avaient été reconnus positifs, dont 581 décès. Face à cette montée en flèche des cas, les personnels de santé publique qui alertent l'opinion à lever l'option de sensibiliser la population congolaise contre cette maladie. Mais également, il faudra que le système de détection de la variole simienne soit efficace dans les laboratoires. En international, sans preuve et sans accès au site de la catastrophe, la communauté internationale peine à réagir au crash de l'avion militaire russe à Belgorod, en Russie, près de la frontière ukrainienne, le mercredi 24 janvier dernier. Selon Moscou, l'appareil transportait notamment 65 prisonniers de guerre ukrainiens. Kiev et Moscou se rejettent mutuellement la responsabilité de ce crash. Elles ont continué à le faire à l'ONU hier jeudi 25 janvier, où une réunion spéciale sur le sujet avait été convoquée à la demande de la mission russe. Place au rappel des titres. Les FARDC accusent les rebelles du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise d'avoir tué 19 civils et largué 27 autres bombes sur la cité des Mweso, territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu. Rivalité États-Unis, Chine, Russie et implications pour l'Afrique, c'est le titre de la thèse de doctorat du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, validée hier jeudi à l'université de Johannesburg. Crash de l'avion militaire russe près de la frontière ukrainienne, les versions de Moscou et de Kiev se font face à l'Organisation des Nations Unies. Restez avec nous, la revue de presse, c'est dans un instant. Pour ce vendredi, Joël Isselona nous rejoint pour la revue de presse. Bienvenue à vous. Merci Bédrine Kingé. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. On ouvre avec ce sujet investiture à la Bonaparte, le triomphe Fachi. C'est le sujet à la une du journal Les Défis congolais qui décrit l'escorte qui a conduit le président de la République jusqu'au lieu de son investiture. Hélicoptère, drone, reporter. Une artillerie d'outils de communication mobilisés pour une retransmission en direct du trajet de celui que les artisans appellent affectueusement Ranger, Félix Tshisekedi, dans une limousine Mercedes Maybach de Mangaliema, palais présidentiel jusqu'au palais du peuple où l'attendait la Toyota Jeep de commandement pour rejoindre le stade de Martyrs, écrit Les Défis congolais. Du palais présidentiel au palais du peuple, la tradition Fachi du président normal et proche du peuple fut respectée. La vitre teintée de la Maybach fut baissée pour permettre au chef de l'État, malgré les alertes sécuritaires, de rester proche de la population. Les Défis congolais comparent cette escorte à celle de Napoléon Bonaparte, qui fut sacré empereur français dans la cathédrale Notre-Dame de Paris par le pape 7, le 2 décembre 1804, au cours d'une cérémonie spectaculaire de près de 5 heures, mise en scène par le peintre Jacques-Louis David en 1808, dont le tableau célèbre le sacre Napoléon, conservé au musée du Louvre. Et votre deuxième sujet, c'est la chute programmée du gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est une question. Chronique de l'autodestruction pragmatique d'une majorité hétéroclite.
les querelles d'ego, combat de coq, règlement de compte, boulimie du pouvoir, on ne sait plus vraiment quel bout prendre. La volée de bois vert subie actuellement par Jean-Tini Ngobila. Jusque-là, la figure de proue de la famille politique du chef de l'État congolais à qui le gouverneur disgracié de la ville de Kinshasa ne manquait pas de réserver des louanges dansantes avec le refrain Fachi na Fachi, béton na béton, s'interroge encore une fois les défis congolais pour cet hebdomadaire, l'engagement de Jean-Tini Ngobila au service de celui qu'il avait jugé de servir comme fils sert son père, ainsi qu'au service de sa vision, celle du peuple d'abord, avait l'air de souffrir d'aucune ambiguïté. Marché central, hôpital de référence de Kinshasa, des kilomètres de route remplissant les états, des services de soldats, Ngobila au service de Félix Tshisekedi. Pourtant, au vu des derniers développements de l'actualité à l'hôtel de ville de Kinshasa, on ne peut pas valablement soutenir que les noces entre Jean-Tini Ngobila et les faucons du sérail présidentiel, tous de la tribu du président réélu, soient des plus illidiques, rapporte le défi congolais. Et de son côté, Actu 30 s'intéresse au gouverneur de la ville de Kinshasa, Ngobila, qui, à travers une correspondance adressée jeudi 25 janvier au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, sollicite la levée de la mesure portant sa suspension. Selon l'autorité morale du parti Alliance des Congolais progressistes, les accusations de fraudes électorales portées à sa charge ont eu pour conséquence sa suspension, ne repose sur aucune preuve. Jean-Tini Ngobila pointe du doigt ses adversaires politiques derrière ces accusations ayant abouti à la désignation du vice-gouverneur Gérard Moulumba comme gouverneur intérimaire, rapporte ce média. Et votre dernier sujet, c'est la problématique de l'or pour Tshisekedi dans la province du Sud Kivu. C'est la traduction du titre que vous voyez juste derrière moi de Africa Intelligence. Initialement présenté comme solution à la capitalisation de la production artisanale de l'or dans la partie est de la RDC, le contrat signé avec Primera Gold semble avoir du plomb dans l'aile. Selon les magazines Africa Intelligent, il ne veut pour preuve la baisse du tonnage et les difficultés de cash enregistrées par Primera Gold. Au-delà de l'effet d'annonce, Primera Gold patauge en réalité, alors même qu'elle bénéficie d'une fiscalité avantageuse. Africa Intelligent constate également que leurs produits au Congo continuent de prendre la direction de Kigali et Kampala au risque de voir l'OCDE, une unité jette de nouveau un discrédit sur les minéraux congolais. Et autres magazines africains s'interrogent également si le moment n'est pas venu de quitter le régime monopoliste dont bénéficie Primera Gold et d'élargir la fiscalité compétitive et d'autres opérateurs miniers qui ont déjà fait leur preuve dans une exploitation responsable de minerais de la RDC. Et voilà qui met fin à notre revue de presse de ce jour. Merci beaucoup Joël pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie. Et c'est également la fin de cette édition. L'actualité continue sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.